bonsoir. Dans l'actualité, la production de 900 000 tonnes de riz attendue entre 2014 et 2015. Le Conseil interministériel sur l'agriculture annonce l'injection de 74 milliards de francs CFA pour atteindre l'objectif. À Bakel, Mapate Ndiouk mettrait en péril le bien-être des populations. Selon la société civile, l'entreprise minière piétine l'obligation de préserver l'environnement dans le cadre de son activité. La liberté de la presse, le Sénégal qui perd 2 places dans le classement mondial 2014 de Reporters sans frontières. Le focus de ce soir s'arrête sur l'actualité de certaines formations politiques au Sénégal. Les partis, pour la plupart actuellement, dans des eaux troubles pour des raisons plus ou moins différentes. D'abord, le Conseil interministériel consacré au secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal qui envisage la production de 900 000 tonnes de riz entre 2014 et 2015. L'équipe d'Aminata Touré envisage d'injecter les 26 milliards de l'investissement prévisionnel, enveloppe estimée à 74 milliards de francs CFA. En ligne, Dissa Prera, bonsoir. Bonsoir, Khalifa Diakhaté. Alors, Dissa, quelles sont les autres conclusions phares au terme de cette rencontre? Voilà, comme vous le disiez, Khalifa, 74 milliards de francs CFA, dont les 28 sont déjà disponibles dans l'escarcelle du gouvernement. Ça, c'est axé autour du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise qu'on appelle communément PRACAS. En fait, un programme qui a pour objectif de cultiver ou bien de récolter près de 900 000 tonnes de riz en hivernage et en contre-saison. Il est prévu 38 000 hectares en saison et 52 000 hectares en hivernage. Dans cette perspective, Khalifa Diakhaté, 39 000 hectares seront aménagés dans la vallée de la Gambie. 90 000 hectares aussi vont être aménagés dans la vallée du fleuve Sénégal et 120 000 hectares vont être également aménagés vers le sud du Sénégal pour la culture de ce riz et pour atteindre l'objectif de 900 000 tonnes entre 2014 et 2015. Pour rappel, Khalifa Diakhaté, la production nationale de riz ne dépasse pas les 30% des besoins du Sénégal et le Sénégal importe chaque année 800 000 tonnes de riz, ce qui structurellement creuse la balance commerciale du pays. Khalifa Diakhaté. Dissa Prera, merci. La suite de ce journal avec l'alerte à la pollution à 700 km de Dakar, à Bakel, dans la région de Tambacounda. Sous la menace de l'activité de la société minière Mapate Ndiouk, la société civile sénégalaise qui tire la sonnette d'alarme souligne que l'entreprise ne respecte pas la réglementation qui protège l'environnement et les populations riveraines. Mardien Ibrahim Kamara. L'entreprise minière Mapate Ndiouk, pointée du doigt par la société civile de Bakel. Cette dernière accuse Mapate de ne point respecter ses engagements relatifs à l'exploitation des carrières de la dite localité. Il y a eu des décisions d'atténuer les impacts environnementaux de cette entreprise, axée sur à peu près 3 niveaux. Moi, je sais qu'au niveau du reboisement, il était prévu pour chaque année au moins 25 millions de reboisement pour que cette entreprise le fasse. À côté de ça, il y avait des moyens suffisants pour travailler sur la sensibilisation sur la sécurité routière, parce qu'il y aura beaucoup de camions qui vont traverser la zone cette période. Il y a aussi des décisions prises sur l'impact environnemental du domaine de la santé, notamment le sida, parce que ça va attirer beaucoup d'ouvriers. Il y a eu aussi le recrutement des jeunes. Ils ont précisé sur les emplois non qualifiés au niveau local, mais nous jeunes, nous ne maîtrisons pas le système de recrutement. Nous n'avons pas le retour, le feedback qui se fait pour qu'on sache est-ce que c'est transparent, est-ce que c'est pas transparent. Nous ne pouvons pas le dire. Et cette entreprise a fait 2 ou 3 ans. Si ça ne se fait pas jusqu'à présent, nous avons le droit de douter de la transparence dans ça. Parmi ces engagements figure aussi la lutte contre le sida et l'atténuation des impacts environnementaux.
de rendre compte, de vérifier. Un travail de vérification de la DREC est nécessaire pour voir est-ce que réellement ces engagements de cette entreprise sont respectés sur le terrain. Nous n'avons rien. Donc aujourd'hui, nous avons le droit de douter d'une nébuleuse. Parce que souvent, vous faites un courrier, on vous renvoie au PCR, vous parlez au PCR, vous renvoie à l'entreprise, vous parlez, donc on n'a pas d'interlocuteur véritable pour parler. Mais il faut que les gens se mettent autour de la table et discuter à fond de ces questions. Les responsables de l'entreprise nient en bloc et dégagent en touche ces accusations. Bon, nous on pense que c'est des gens mal intentionnés, de l'intoxication, mais c'est pas fondé quoi. On a mis 3 forages à la disposition de la population et ça montre que carrément c'est pas fondé quoi. Et côté environnemental aussi, vous venez de filmer, c'est un programme carrément de reboisement qu'on a mis sur place en collaboration avec le service des eaux et forêts. Donc nous pensons que c'est pas des trucs fondés quoi. Le bras de fer se poursuit entre la société civile et l'entreprise Mampate Ndiouk autour de ces exploitations, à quelques encablures de la ville de Bakel. Liberté de la presse, le Sénégal qui recule selon RSF. Le rapport 2014 de Reporters sans frontières lui arrache 2 places par rapport à l'année dernière. Le Mali et la Centrafrique chutent également en raison de conflits. Ibrahim Khan. Dans ce classement 2014, le Sénégal occupe la 62e place sur 180 pays. Il recule de 2 places par rapport à celui de 2013, dans lequel il pointait à la 59e place sur 179 pays. Quelles peuvent bien être les raisons de cette dégringolade? L'ONG Reporters sans frontières ne donne pas de détails dans le document publié. Selon RSF, l'indice annuel du classement qui synthétise les atteintes à la liberté de la presse indique une légère dégradation globale dans le monde depuis l'an dernier. La Syrie est jugée dans ce classement pays le plus dangereux pour nos confrères. La Syrie est marquée en 2013 par une très forte détérioration de la situation sécuritaire et par la complexification du conflit. Au total, pas moins de 100 acteurs de l'information y ont été tués depuis mars 2011. En Afrique, la liberté de la presse a reculé dans certains pays marqués par des conflits. C'est le cas notamment du Mali et de la Centrafrique. Le classement reflète aussi l'impact négatif des conflits armés sur la liberté de l'information et de ses acteurs. La République démocratique du Congo, le Nigeria, la Somalie n'ont pas réussi à améliorer leur classement en raison de guerres intestines, actions terroristes notées dans ces pays. La Finlande, pour sa part, conserve pour la 4e année consécutive son rang de meilleur élève, suivi comme en 2013 des Pays-Bas et de la Norvège. Au cœur de cette présente édition, les partis politiques sénégalais dans des eaux troubles en ce moment, pour la plupart, en tout cas chez les têtes d'affiche. Le Parti socialiste, par exemple, dans la tourmente suite à la vente d'une parcelle de la maison du parti. Contentieux qui réactive la guerre de succession entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall. Au premier rang, de part et d'autre, leurs lieutenants respectifs. Hadiatala. La sortie d'Ahmed Diop accusant Ousmane Tanor Dieng et Barthélémy Diaz d'avoir vendu une parcelle de la maison du Parti socialiste, met le feu aux poudres dans le parti de feu Léopold Sédar Senghor. Selon certains responsables, ce terrain n'est pas vendu mais donné en location à une firme internationale. Ils pensent que c'est dans l'ordre normal des choses pour permettre au parti d'assurer certaines charges. Elle relance en tout cas la guerre de succession ou de maintien à la tête du Parti socialiste, et particulièrement entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall. Ils l'ont toujours étouffé en réussissant des opérations de renouvellement apaisées, et cette fois-ci, la guerre est inévitable. Les partisans des deux camps décochent leurs flèches et se lancent des invectives par presse interposée. Certains veulent le maintien d'Ousmane Tanor Dieng et d'autres exigent la tenue d'un congrès et le renouvellement des instances du parti. Selon certains observateurs, la supposée vente du terrain n'est que l'arbre qui cache la forêt. La crise au Parti socialiste est plus profonde que cela. La tourmente au sein du Parti socialiste due à une guerre de positionnement, ce n'est pas une première. Djiboka et Moustapha Niasse ont été victimes de la guerre entre leaders au sein de la formation politique. Seulement, elle a toujours entraîné des dégâts collatéraux.
Naturellement, me diriez-vous, les lectures de cette situation au sein même du Parti socialiste varient. Certains responsables parlent d'absence de démocratie, d'autres y voient un simple débat d'idées plutôt constructif à leurs yeux. Barthélémy Diaz, lui, est accusé d'être à l'origine de cette crise. La structure des jeunes socialistes, cette structure ne fonctionne plus depuis un an, depuis même 2012. Cette structure est tombée en hibernation. Personne n'entend les jeunes socialistes. La démocratie, elle existe au Parti socialiste, c'est certain. Et un clan qui veut en fait ensevelir cette démocratie-là. Et on ne l'acceptera pas. Dans une période charnière. Le Parti socialiste est dans une période charnière. Nous préparons nos renouvellements, ce qui est exceptionnel. Ils se tiennent tous les 4 ans par rapport aux ambitions des uns et des autres. C'est normal qu'il y ait autant d'engouement. L'impression que nous avons au niveau du Parti socialiste, si certaines personnes font des sorties, on les convoque devant une commission de discipline. D'autres font des sorties pires, personne ne les convoque devant la commission de discipline. Je dis que là, il y a une politique de 2 poids 2 mesures que nous ne saurions accepter. Nous ne l'accepterons pas. Bon, j'ai comme l'impression qu'en fait... Pour le commun des Sénégalais, la guerre vient de commencer au Parti socialiste alors que tout s'est calmé dans toutes les localités. Les renouvellements se passent normalement et les responsables ont été choisis dans les règles de l'art. Je souligne que nos tentatives de joindre Barthélémy Diaz ont été vaines, mais cette antenne lui est ouverte dès qu'il le souhaite. Malik Noël Seck, pour sa part, lui estime que cette crise était tout à fait prévisible. Cela s'explique, à son avis, par une absence de débat. Écoutez-le. Cet accaparement du pouvoir par le secrétaire général et une partie du bureau politique, que j'appellerais un clan. Aujourd'hui, ils avaient vendu le Parti socialiste pour avoir des députés à l'APR, parce que moi je l'avais dit, Tanor a vendu le PS à l'APR, et c'est ça qui finira par tuer le PS. À l'époque, nous demandions qu'il soit destitué. C'est parce que nous savions qu'il n'allait pas démissionner. Il avait, lors d'une interview à Jeune Afrique, dit qu'il ne serait plus le secrétaire général du parti en cas de défaite. Et pour masquer cette défaite, il a noyé le Parti socialiste dans une coalition qui est contre nature. Il ne devait pas avoir d'alliance avec l'APR. Aujourd'hui, si le parti veut survivre, il faut qu'il fasse front. C'est pas dans la diplomatie qu'ils sauveront le parti. Donc les militants devront choisir entre le sentimentalisme ou la mort du Parti socialiste. Le Parti démocratique sénégalais, l'ancienne formation au pouvoir, l'on a assisté à une tentative avortée de mettre Abdoulaye Wade, de dissoudre la Fédération des cadres libéraux. Eh bien, la preuve d'une absence de démocratie, selon des analystes politiques, même hors du territoire, l'ancien président de la République du Sénégal tient toujours à conserver le gouvernement du PDS. Il lui est également reproché de confier des instances sensibles à des proches de son fils Karim Wade, actuellement en prison dans une affaire de détournement de deniers publics. Khadim Sissé et Chérif Dia. Le Parti démocratique sénégalais à nouveau sous les feux des projecteurs suite aux changements intervenus au sein de l'UJTL et l'intention prêtée à Abdoulaye Wade de remplacer la Fédération nationale des cadres libéraux par une commission nationale. Wade n'a jamais encouragé la démocratie interne dans le PDS puisque tout le monde sait que le PDS c'est Wade, Wade c'est le PDS. Nous avons un excellent parti, un parti d'avenir, prometteur, dans la mesure où plus qu'on avance, les jours passent, on se rend compte que la vision tracée par Wade, elle est la bonne. Il y a d'un côté le président Wade qui veut continuer à gérer son héritage en donnant le parti à qui il veut et comme il veut et quand il le veut. Quiconque détient une responsabilité dans ce parti, c'est Wade qui vous l'a donné. Donc pour moi, que Wade donne une position ou nomme quelqu'un ou désigne quelqu'un, je n'ai rien à dire là-dessus. Lamine Ba, lui, dit ne pas être au courant du choix porté sur lui pour diriger la commission nationale, même s'il ne crache pas sur ce poste. Je ne sais pas qui en a parlé. J'ai été informé au même titre que bon nombre de Sénégalais. Si par hasard cette
information s'avérerait vraie, je m'employerai volontiers à mener ce combat de libération de notre frère Abdoul Aziz Diop. Oumar Sarr et Abdoul Aziz Diop, c'est comme les deux doigts d'une main, quoi. Ils sont extrêmement liés. Donc Wade veut mettre la main sur le PDS au niveau de la coordination nationale, donc Oumar Sarr est le coordonnateur, et au niveau des cadres qui est dirigé par Abdoul Aziz Diop qui est aujourd'hui en prison. Le PDS risque encore une fois d'être affaibli par cette guerre fratricide, conséquence d'une absence de démocratie et certains choix de Abdoulaye Wade. Et puis à présent, le parti au pouvoir, l'APR, l'Alliance pour la République, qui n'est pas non plus épargné par ce vent de sable qui fait tituber nos politiques, des actes d'indiscipline parfois relevés, mais la formation de Macky Sall semble tout de même contenir ces écarts. Mohamed Dieng et Daouda Sow. Manque de discipline noté dans les partis politiques. L'APR n'est pas en reste. Un parti étant une association, il dispose d'un règlement intérieur, des règles qui régissent en ses articles 27 et 28 le comportement du militant et les sanctions des déviants au sein de l'Alliance pour la République. Dans notre parti, il y a les articles 27 et 28 donc, qui consacrent et la discipline et la sanction, qui disent que tout militant, je le cite, tout militant dans la discipline dans le parti est une exigence avec tous les militants. Le parti au pouvoir dispose aussi d'une école du parti, une structure qui sert à la formation des militants, à la citoyenneté et aux idéologies politiques. Il est bon aussi d'apprendre aux militants et de les imprégner des fondamentaux du parti. La formation aussi est orientée aussi sur d'autres éléments, la pensée philosophique, l'histoire des histoires. Qu'est-ce qui nous différencie des autres partis? Il y a aussi une autre partie relative à la culture générale même. Pour ce cadre de l'APR, les comportements de certains camarades sont à déplorer des fois. Mais le parti n'hésite pas souvent à rappeler à l'ordre ces derniers, quel que soit leur statut. Des militants responsables, même qui occupent même des fonctions étatiques, ont bien eu en tout cas à répondre de leurs actes, que ce soit le directoire, le secrétaire national, en présence même du chef du parti, le président de la République, a eu à demander à des personnes des explications et que ces personnes ont même rendu compte et ils sont excusés. Après certaines sorties malheureuses dans la presse, les militants et responsables de l'Alliance pour la République sont invités au calme et à un comportement exemplaire par le directeur national de l'école du parti. Les sièges des partis politiques qui sont plus ou moins animés, Bokk Gis Gis mène ses activités, mais les souffles de vie semblent baisser à la permanence de Rewmi d'Idrissa Seck. Même tableau au siège du Parti démocratique sénégalais sur la VDN. Ibou Diouf, Cheikh Abdou Kadir Mbacké Seck. Aucune activité notée en cette matinée à la permanence du Parti Rewmi, les responsables absents. Au QG du Parti démocratique sénégalais, même constat, lié qui grouillait de monde, aujourd'hui moins de 5 militants. Ici, le permanent refuse de se prêter à nos questions. Tout le contraire au siège de Bokk Gis Gis, les responsables sont sur pied. Bon, la permanence, c'est en fait les activités, les gens viennent tous les jours, hein. On est en train de travailler en vue des élections locales. Et au-delà de ça également, c'est une permanence qui est toujours animée dans la mesure où les gens viennent, c'est un nouveau parti qui est créé. Ce qui fait que nous avons une administration qui fonctionne tous les jours, de 8h, 9h à 18h, les après-midi, après maintenant place aux réunions, ce qui fait que nous avons en tout cas une permanence, l'une des permanences les plus animées dans le pays. Pour les militants de Bokk Gis Gis, les permanences devraient servir d'échange et d'école sur l'idéologie du parti. La permanence, c'est un lieu de formation, d'information et de coordination des activités d'une organisation. La permanence a une bibliothèque. La permanence a une bande de textes, des informations, la permanence a l'historique du parti. Tous les textes du parti sont au niveau de la permanence et au niveau du secteur de rayon administratif. Donc, tout militant qui veut bien connaître son parti, sa ligne idéologique, sa conduite, les activités, le programme du parti doit incessamment se rapprocher de sa permanence. Maintenant, malheureusement, les gens n'ont pas cette culture ici au Sénégal. Le constat est simple. Dans beaucoup de permanences de partis politiques, il n'y a quasiment pas de vie. Cela est plus perceptible dans les formations d'opposition. Fin de ce chapitre, nous parlons de la mise en place du réseau des femmes syndicalistes. Fatoumata Bintou Yafa a été désignée aujourd'hui pour diriger l'organisation. Parmi les objectifs, l'accès aux postes de décision et en priorité l'application des conclusions de la 2e conférence mondiale des femmes. Le cadre toujours d'avoir le genre au niveau de nos organisations syndicales
et les femmes syndicalistes aussi représentées à tous les niveaux, dans les instances de décision, au niveau aussi bien de la Confédération et au niveau national qu'au niveau international. C'est ce qu'on est en train de chercher. Mais aussi, il faut dire que le prétexte, c'était la deuxième conférence mondiale des femmes que nous avons tenue le 19, 20, 21 novembre ici à Kinfat et qui avait des conclusions. C'est avec ces conclusions que nous avons convoqué les femmes déléguées des différentes centrales syndicales à échanger avec nous. Nous allons dans le cadre de la massification faire de telle sorte que les leviers que nous aurons, ça sera sur le secteur de l'économie informelle, mais aussi les jeunes femmes dans les entreprises. Et nous allons aussi mener des actions dans le cadre de harcèlement dans les lieux de travail, parce que c'est important. Fatou Ndoye, bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Nous ouvrons cette page des sports avec les infrastructures, notamment le stade de Demba Diop qui vieillit mal et très mal. Très mal, effectivement. 53 ans que l'infrastructure existe. Elle n'est pas loin de tomber en ruine. Un constat fait par les sportifs, mais aussi par l'adjointe au préfet de Dakar. Cette dernière, accompagnée par les membres de la commission d'auxiliaire, ont visité les lieux sous les yeux de Cheikh Tidiane Dione et Diafaraba. Le stade Demba Diop de Dakar, véritable danger permanent. Cette infrastructure sportive sise au cœur de la capitale sénégalaise est dans un état de délabrement très avancé. Ce sont les membres de la commission auxiliaire de protection civile qui a pour mission de visiter des bâtiments recevant du public. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus visiter le stade Demba Diop. L'état de délinquance et de délabrement très avancé est beaucoup plus visible à la tribune découverte où des dalles sont parfois superposées pour masquer les trous entre les sièges. Où il faut dire que par rapport à là, il y a quelques petits problèmes, quelques petits détails à régler. Mais par exemple, le problème c'est au niveau de la tribune découverte. Aujourd'hui, c'est à ce niveau, je pense qu'une intervention rapide doit être faite. Maintenant, le rapport va arriver sur la table de l'autorité. Donc chaque fois, le rapport va arrêter sur la table de l'autorité. Le stade Demba Diop de Dakar, qui croule sous le poids de l'âge, mérite d'être rénové pour le bonheur des habitués de ces lieux. Le stade Demba Diop sera bel et bien fermé, sauf que ces travaux sont différés. Priorité au chantier du stade de Léopold Sédar Senghor, puisque le ministère des Sports ne veut pas fermer toutes les infrastructures sportives en même temps. Nous écoutons les explications de Ousmane Diaye, directeur du stade de Demba Diop. Peut-être 5 ans minimum, ou 10 ans, ce terrain-là était à l'arrêt. Aujourd'hui, il a permis de décanter les situations. Vous avez vu, on est en train de réhabiliter Léopold Sédar Senghor. Bon, bientôt Amadou Barry sera terminé. Ibo Mar Diop aussi connaît un cours de liftage. Et je pense que le seul stade qui reste, c'est Demba Diop. Mais l'autorité aussi est très consciente du fait que ce stade-là est utilisé à longueur de journée, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, la Ligue de football professionnel, pratiquement la Fédération générale de football, on peut dire, parce que tous les niveaux de football se jouent à Demba Diop. C'est-à-dire il y a la lutte qui est ici. Donc c'est très sensible aussi, c'est-à-dire arrêter tout de suite, c'est-à-dire pour fermer tous les stades de Dakar, je pense que c'est pas possible quoi. Et puis le championnat masculin de basketball, le Dakar University Club, qui démarre sa saison le week-end prochain. Et par la même occasion, la défense de son titre, Khalifa, pour arriver à ses fins. Le club s'est donné les moyens de ses ambitions en étoffant son effectif. Cheikh Tidiane Dione et Massé Ndiaye ont assisté à une séance d'entraînement au centre de l'université Cheikh Anta Diop. Reportage. Le Dakar University Club fin prêt pour la défense de son titre. Le club estudiantin s'est donné les moyens pour y arriver. Nous avons Imadjara qui vient de l'ESRA, nous avons Ablaïnian qui vient de Saint-Louis Basket Club, nous avons Djegan Faye, nous avons aussi Babacar Faye qui vient de l'UGB, nous avons aussi Eric, il y a des retours quand même, il y a Eric Nia qui revient au Duc, qui était allé au Maroc. Il y a aussi Simon qui revient et pas Ousmane Diouf. Parmi ces nouveaux visages, l'ancien capitaine du Saint-Louis Basket Club qui espère franchir un palier. Je suis venu ici pour gagner des trophées parce que ça fait 5 ans que je joue en première division à Saint-Louis, mais je n'ai rien gagné. Donc, quand le DIC m'a contacté, je suis venu pour gagner quelque chose.
Donc c'est ça qui m'a motivé. Et quand on est venu ici, on nous a fixé des objectifs. Le Duc, en plus de la défense du titre, veut absolument cette saison, la Coupe du Sénégal. Nous voulons jouer la finale de la Coupe du Sénégal. Parce que nous ne l'avons jamais joué. Et on pense qu'il est temps que le Duc joue ça, que le Duc la joue cette année. Mais sinon, le premier objectif déjà, c'est de conserver le titre. Ça, c'est évident. Avec l'effectif que nous avons, cela prouve déjà les ambitions du club. Parce que nous nous sommes tellement bien renforcés que nous avons comme ambition première non seulement de conserver notre titre, mais aussi de jouer la finale de la Coupe du Sénégal. Les jaunes et noirs entament leur saison ce samedi face à un adversaire de taille, Mermoz Basket Club. Et pour terminer, Mme Fatou Ndoye, le tour du football européen. Avec Montpellier de Souleymane Camara éliminé des huitièmes de finale de la Coupe de France par Cannes qui a déjà fait tomber Saint-Etienne. Qualification de l'île de Pape Ndiaye Soirée, Ganagay au tir au but devant Caen. Ce soir, Monaco joue à Nice pour une place en quart de finale alors que Rennes de Sherminck s'est imposé devant Auxerre. Il y a quelques minutes de cela, 1-0 et valide donc son ticket pour les quarts de finale. La Fiorentina s'est qualifiée pour la finale de la Coupe. Nous sommes en Italie. Elle a battu Udinese 2-0, même si elle avait perdu à l'aller 2-1. L'autre finaliste sera connu ce soir à l'issue de la rencontre entre Naples et la Roma. À l'aller, les coéquipiers de Gervinho s'étaient imposés 3-2. Et on termine par l'Espagne. Qualification du Real pour la finale de la Coupe du Roi après une ultime victoire face à l'Atlético Madrid 2-0. Un doublé de Cristiano Ronaldo. À l'aller, les Madrilènes du Real s'étaient déjà imposés sur le score de 3-0. Et puis le FC Barcelone devrait le rejoindre ce soir. Si tout se passe sans surprise, les Catalans, après avoir emporté la manche aller 2-0, doivent se déplacer sur le terrain de la Real Sociedad. Voilà Khalifa pour l'actualité sportive de ce soir. Merci Mme Fatou Ndoye. Votre rendez-vous débat du mercredi, Faram Fatché, Papa Ndiaye et ses invités à 21h sur cette antenne. Bonsoir.